C'est Stéphane Edouard. Aujourd'hui, sortez la calculatrice, le bloc-notes et le feutre. On va faire des stats. Avant de commencer cette vidéo d'analyse de chargé d'études, d'analyse de sociologue quantitatif, je reviens à mes premiers amours. Vous savez que c'était mon premier métier il y a 10 ans. Avant cette vidéo, donc, j'ai besoin de vous rappeler une seconde le concept du jeu dans quelques jours, puisque ça sera dans la toute prochaine, je précise bien, ne me dites pas que je ne vous l'ai pas dit, la toute prochaine vidéo publiée par Bibi sur YouTube. Vous aurez la possibilité de remporter jusqu'à 1000 €, 500, plus 300, plus 200 de séminaires, les séminaires de Stéphane Edouard, les fameux séminaires de Stéphane Edouard, Math Consulting, Homme d'influence, avant ça s'appelait Spike Séduction. Comment les gagner, ces trois chèques, ces trois coupons utilisables immédiatement? C'est-à-dire que dans la minute où vous aurez appris à avoir gagné, vous pourrez déjà télécharger pour 500, 300 et 200 € de mes contenus. C'est tout simple, la cloche. Voilà, c'est pas vous la cloche, c'est celle sur laquelle il faut cliquer, la cloche YouTube située entre le bouton abonné et le nombre d'abonnés, je crois. La cloche vous permettra d'être notifié. Notification, c'est un petit truc pas très intrusif. YouTube n'est pas bourrin avec ça, hein, c'est pas du spam. C'est une petite notification sur votre portable que la prochaine vidéo est sortie. Ainsi, vous pourrez être parmi les 50 premiers à laisser, je ne suis pas Skyblog pourtant, à laisser un commentaire sous la prochaine vidéo, commentaire quel qu'il soit. Bon, s'il est gentil, c'est mieux, mais enfin, il peut même être très méchant, c'est pas grave. Et ainsi avoir une chance de faire partie des 3 tirés au sort sur 50. Place aux statistiques. Alors, comme d'habitude, je vous prête, comme d'habitude maintenant, comme d'habitude depuis une ou deux vidéos, je vous prête mes lunettes et vous allez voir en même temps que moi mon écran. Aujourd'hui, on parle de l'IFOP et on essaie de répondre avec les données chiffrées de l'IFOP à une question. Cette question, c'est « Paris est-elle une ville de débauche ?» Autrement dit, les Parisiens, j'allais dire les pharisiens, les Parisiens ont-ils la vie sexuelle libérée, débridée, dissolue qu'on leur prête, qu'on pense qu'ils ont? Et puis surtout, si oui, ce qui va nous intéresser, c'est quels Parisiens? Bon, vous savez qu'on est dans un contexte où les sondeurs, dans un contexte de grande défiance par rapport aux sondeurs, les sondeurs se sont trompés, ne serait-ce que dans les dernières semaines, à 3 reprises. Ils se sont trompés en France, ils se sont trompés aux États-Unis, ils se sont trompés sur les primaires des deux camps. Enfin bref, la défiance est-elle justifiée vis-à-vis des sondeurs? En politique, c'est un débat. L'est-elle plus ou moins dans ce qu'on appelle les humanités, dans ce qu'on appelle le département opinion des sondeurs? Eh bien, on va le voir ensemble aujourd'hui et je ne manquerai pas, vous savez que je ne manque pas en général de liberté de parole et de franchise, je ne manquerai pas de vous dire quand je ne crois pas à la stat, quand je la pense pipeau. Et je vous dirai, je vous montrerai même, j'essaierai de vous expliquer si je pense que c'est un pipeau déclaratif du sondé, si je pense que c'est un pipeau de flou, d'absence de catégorisation de la question, ou si je pense que ça vient d'autre part. Alors, cette étude, je suis obligé pour des petites contraintes légales, figurez-vous, de préciser pour qui elle a été réalisée. Elle a été réalisée pour la société CAM 4, qu'est-ce qu'ils font CAM 4 d'ailleurs, on n'en sait rien, on va se renseigner ensemble. Oui. Hop. Qu'est-ce qu'ils font CAM 4, on va se renseigner ensemble. C'est qui CAM 4? Ah bah tiens, c'est une société de sexcam, donc je ne vais pas cliquer dessus parce qu'on va se faire bannir de YouTube. Bref, voilà, le commanditaire a probablement voulu identifier des secteurs géographiques, des catégories démographiques parisiennes, auprès de qui acheter de la publicité, de l'espace publicitaire sur Internet pour ces vidéos porno, pour ces webcams, ces porncams. Alors, comme je vous le disais, je suis obligé de préciser un certain nombre de choses, que l'étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 2000 Parisiens. L'échantillon se prétend représentatif, ça c'est justement ce qu'on verra ensemble, c'est justement le piquant, c'est d'arriver à savoir si il est représentatif ou pas, et surtout de qui. Étude réalisée donc pour Monsieur Webcam Porn Christophe Soré par Monsieur IFOP François Kraus. Je pense avoir tout dit. Ah si, il faut également que je vous précise les dates.
pas la date du 16 décembre que vous voyez sur mon écran, c'est pas celle-ci qui est intéressante. Celle qui est intéressante, c'est la date où l'étude a été réalisée. Elle a été réalisée du 16 septembre au 3 octobre 2016. Est-ce qu'on a une remarque à faire sur cette date? Oui, je ferai remarquer que, a priori, il n'y avait pas à ce moment-là d'événements sociétal marquants dans ce secteur qui auraient pu influer, faire peser, biaiser en partie les réponses. Évidemment, on imagine bien qu'une une étude quantitative, même qualitative, peu importe, sur le thème des rencontres, de l'amour, de la famille, de la sexualité, qui eût été faite, par exemple, en plein mariage pour tous, ou en plein, je ne sais pas, attentat terroriste dans une boîte gay ou quoi que ce soit, évidemment, un contexte explosif aurait pu avoir des résultats, une influence en tout cas sur les résultats, mais là, du 16 septembre au 3 octobre 2016, il ne me semble pas que ce fut le cas. Alors, la fameuse représentativité de l'échantillon, très important. Les critères sociodémographiques, sexe et âge, on verra que c'est assez bien fait. On verra que les critères socioprofessionnels, bon ben ça, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est par profession, c'est une grille standard. Les critères géographiques, on verra que c'est assez bien fait également, mais que François ou son directeur de recherche ont jugé nécessaire de ne ventiler par géographie qu'une seule des questions, ce qui est un peu dommage. Ils n'ont ventilé par géographie que la question sur l'orientation sexuelle des sondés, donc ce qui nous permet d'apprendre uniquement, je dirais, pas grand-chose, qui est que tous les homos habitent rive droite, hein, c'est ce que cette ventilation nous permet de vérifier, donc ce n'est pas forcément une information ni très surprenante, avec une exception pour le boulevard Saint-Germain, pour le quartier latin. Enfin, sinon, ils sont tous dans le Marais et rive droite. Hors 8e et 16e arrondissement, c'est pas très surprenant. Donc cette ventilation-là, on va dire qu'elle est présente pour faire plaisir aux clients, mais en réalité, elle est peu utilisée. Alors, celle qui est très importante par contre, et qui à mon avis, si je peux me permettre, François Cros, n'est pas assez bien sous-caractérisée, sous-développée, qui n'est pas assez bien segmentée, pardon, je cherchais le mot, c'est les critères liés à la situation conjugale. C'est-à-dire que le statut conjugal sur l'état civil définissait le mode de vie et les pratiques sexuelles de quelqu'un il y a un siècle ou deux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un siècle ou deux, un célibataire, c'était quelqu'un qui se couchait seul, qui se levait seul, qui partait travailler et qui attendait de rencontrer le partenaire pour s'installer, procréer, fonder un foyer. Aujourd'hui, le célibat des grandes villes, hein, déjà Camus l'a dit il y a 50 ans avec sa fameuse expression « la solitude peuplée ». Aujourd'hui, le célibat des grandes villes, a fortiori d'une fille, a fortiori jeune et a fortiori intégrée dans un réseau social réel ou virtuel, ce n'est pas le célibat. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le célibat tel qu'il est entendu sur l'état civil. Le célibat d'une jeune fille aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans mon séminaire des 100 jours, les poules. C'est-à-dire qu'une jeune fille aujourd'hui voit et reçoit de l'attention masculine et choisit d'entretenir des relations masculines parallèles avant que l'un s'impose comme un leader ou un meneur naturel. Hein. Une jeune fille qui s'est déclarée dans le sondage de François Cros, réalisé d'ailleurs, il a eu l'intelligence de le faire par questionnaire auto-administré en ligne, donc il a évité la déformation fatidique qu'il y aurait eu à répondre à un sondeur physique, à une voix au téléphone, ou pire encore, à une interview de vivo. Donc le questionnaire auto-administré, c'est une très bonne idée. En revanche, ce qui est une mauvaise idée, c'est de ne pas avoir clarifié la nuance de taille entre la situation conjugale telle que l'entend l'état civil, la situation conjugale telle que l'entend la morale, et la situation conjugale telle que l'entendent les sondés. Une jeune fille, je le disais aujourd'hui, qui se prétend célibataire, qui dit célibataire, qui se croit, qui se pense célibataire, a en réalité accès à 3 ou 4 ressources masculines. Un, pour son aptitude et sa ressource logico-pratique. Hein, c'est celui qui va dépanner l'imprimante, qui va changer les ampoules, qui va réparer le chauffage quand le propriétaire traîne à répondre. Un qui sera l'amant avec qui ils ont une connexion avec qui elle entretient une connexion charnelle mais qui ne désire pas construire avec elle. Un troisième qui sera le mec intelligent, un peu raffiné, mais prude et pas assez sexué, avec lequel elle entretiendra de longues conversations par message. Peut-être un quatrième qui sera l'ex.
Et de tout cela, elle attend peut-être effectivement la rencontre avec celui qui la poussera à construire, qui la poussera à consolider, qui ne se placera pas dans cette... enfin plutôt qui ne pourra pas échapper à cette compétition, mais qui en sortira par le haut en vainqueur et qui sortira donc des poules pour rejoindre les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Voilà, pour plus de précision sur cette dynamique qui vous surprend peut-être, si vous n'êtes pas familier avec mes contenus, madconsulting.fr, séminaire 100 jours, séminaire que vous pourrez peut-être même d'ailleurs vous offrir gratuitement si vous remportez un des 3 bons. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Et je vous ai noté quelques remarques. Alors moi, je jongle. Si vous entendez des bruits de feuilles, c'est parce que j'ai noté mes remarques sur un papier, mais je vais essayer de les synchroniser avec ce que je fais défiler sur mon écran. Alors, quelque chose de remarquable sur ce slide 5 qui présente en gros la structure des sondés. Pas grand-chose, tout est assez logique. Je ne vois qu'une chose à remarquer, c'est évidemment la faible proportion de Parisiens qui s'estiment, dont le statut conjugal, le statut marital est déclaré comme en couple, mais qui ne sont pas sous le même toit. 12%, c'est peu. Bah oui, parce qu'en réalité, ça c'est tout simplement lié au coût du loyer, au coût de la vie, au coût du mètre carré. Il est très difficile à Paris de ne pas, quand on est bien avec quelqu'un, quand on décide d'être exclusif avec quelqu'un, il est très difficile de résister à l'appel de l'économie, c'est-à-dire à l'appel de tout à coup mettre ses mètres carrés en commun, économiser un loyer. Donc on voit que le chiffre, à mon avis, le plus remarquable finalement de cette structure, qui sinon est assez pondérée, assez équilibrée, qui ne présente pas de caractéristiques particulièrement remarquables. Le chiffre remarquable, c'est un petit chiffre, c'est simplement que cette situation qui théoriquement en plus présente d'énormes atouts, c'est-à-dire que vous le verrez dans mon prochain livre sur le couple et la compatibilité amoureuse, qui sort au printemps, vous verrez que l'option de maintenir autant que possible la liberté de retourner de temps à autre à son propre domicile n'est pas du tout à négliger, ce n'est pas du tout une hérésie, ce n'est pas du tout hérétique de le proposer à son partenaire dans un contrat de couple, mais simplement, Paris étant et de très loin la ville la plus chère de France, évidemment, cette statistique est sous-représentée. Ce sont des cas qui sont sous-représentés. Dès qu'on le peut, on met nos mètres carrés en commun. Alors, sur le slide suivant, ma remarque va plutôt taper, non, il est gentil, François Cros, on ne lui en veut pas. Enfin, ma remarque va surligner une certaine forme de naïveté, alors en tout cas, est-elle connue, est-elle palpable, en a-t-il conscience ou pas? L'absence d'enquêteurs réduit la tendance que peuvent avoir les individus à vouloir se montrer sous leur meilleur jour? Bah, absolument pas. C'est-à-dire que, est-ce que je remets en question son choix d'avoir fait un questionnaire par Internet? Absolument pas. Bien sûr que Internet, avant le Minitel, aujourd'hui Internet, est de toute façon le canal parfait pour une étude qui a trait aux relations amoureuses, à la rencontre, à la sexualité, au mariage, à l'amour, à l'infidélité, aux pratiques. C'est une évidence. Néanmoins, il est très naïf, François, de penser que parce que les individus, tes sondés, ne font pas face à une personne physique, ils, tout à coup, perdraient toute volonté de déformer la réalité, de mentir. En réalité, on sait, on l'a vu d'ailleurs dans une étude récente, dont je mettrai le lien, là, si j'y pense, en description, que la conformation du cerveau est plastique et qu'au bout d'un certain nombre de mensonges de représentation, des mensonges sociaux, des mensonges habituels, des chiffres que l'on tord, que l'on présente, etc., ben finalement notre cerveau s'habitue au niveau des connexions neuronales, finalement s'habitue à la réalité que l'on décrit et finalement on la prend pour vraie. C'est-à-dire que tes sondés, François, n'ont pas perdu cette tendance à vouloir se montrer sous leur meilleur jour parce que tu les as confrontés à un écran ou à une tablette et pas à une personne physique que tu aurais salariée pour mener le sondage. C'est faux. Il y a peut-être effectivement un petit peu moins d'exagération, mais on verra notamment que les chiffres sont parfaitement incompatibles entre les hommes et les femmes et montrent que, évidemment, il y a des formations des deux côtés, vous imaginez déjà lesquelles, en tout cas vous en imaginez au moins un à ce sujet. Donc voilà, il faut être pragmatique, ne pas se cacher derrière son petit doigt. Pragmatique et pas nihiliste d'ailleurs. Oui, les gens mentent, oui, ils mentent un petit peu moins
quand ils ne sont pas devant quelqu'un à qui ils veulent faire bonne impression. Le pire aurait été, vous savez ce qu'eût été le pire eût été de faire administrer ce questionnaire par des gens beaux. Hein, c'est-à-dire par une femme très belle qui allait administrer ce questionnaire à des hommes, et par un homme très désirable, très qualifiant, très statutaire, très beau, l'administrant à des femmes. Alors vous êtes sûr que les résultats auraient été complètement... alors toutes les femmes auraient été vierges, on n'aurait eu qu'un partenaire, et les hommes en auraient eu 50 000. Donc oui, félicitations pour le choix de l'Internet. Par contre, ne soyons pas naïfs, ne sois pas naïf, Christian. Ce n'est pas parce que les gens ne répondent pas à quelqu'un en face qu'ils vont te répondre. Là, en réalité, le cerveau est plastique et s'habitue très vite à la vision du monde que les gens se constituent. J'ai expliqué dans un séminaire qui porte le titre, le nom de Comprendre les gens, qu'en réalité, les gens ne peuvent vivre que dans le monde les gens ne vivent que dans le monde qu'ils peuvent comprendre. Donc en réalité, on simplifie, on déforme, on augmente, on tord la réalité de sorte qu'elle se conforme, qu'elle prenne la forme d'un monde qui nous est supportable. Il nous est parfois insupportable de prendre en compte, d'admettre que, par exemple, nos partenaires sont des choix par défaut. Très peu de gens auront la grandeur nietzschéenne d'admettre finalement le néant de leur vie sexuelle ou d'admettre que leur couple, en réalité, c'est la seule personne qui, sur une décennie donnée, répondait à un ou deux ou trois des critères majeurs de leur feuille de route et que finalement, ils n'ont pas trouvé mieux. Voilà. On saute au slide 9 et évidemment, le premier, la première illustration de ce que je vous disais hein, par rapport à toujours le fait que ce statut conjugal ne corresponde pas, c'est-à-dire que le statut conjugal officiel de l'état civil évidemment ne représente en rien la réalité et qu'il aurait fallu en fait le sous-diviser en catégories, on le voit puisque 65% des hommes se présentent, s'affirment, se pensent en couple contre 50% des femmes. Et encore une fois, hein, ce n'est pas parce qu'ils mentent en répondant à un sondeur ou à une sondeuse qu'ils ont envie de draguer, puisque encore une fois, le biais de la personne, ils sont face à leur tablette, face à leur ordinateur, mais en réalité, il y a deux hypothèses pour expliquer cette différence qui est majeure, qui n'est pas une différence marginale, qui n'est pas une erreur de calcul, qui n'est pas une erreur à la marge. C'est soit que certaines femmes sont en couple avec plein d'hommes, hein, évidemment, hypothèse quand même peu probable, même si marginalement, ça doit être le cas pour 1 ou 2 ou 3%. La réalité, c'est que beaucoup d'hommes n'ont pas négocié leur contrat de couple. Ce que j'appelle négocier son contrat de couple, CF séminaire, tout simplement rester séduisant en couple. Négocier son contrat de couple, c'est formaliser le moment pendant les premiers mois de la relation où l'on pense, où l'on se sent aller vers une relation monogame exclusive. Pourquoi? Parce que quand on ne formalise pas ce moment, quand on n'a pas cette négociation de ce que l'on abdique au profit de l'autre et sur quelle base et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble, qu'est-ce que l'on fait de nos ex, qu'est-ce que l'on fait des propositions qu'on a du sexe opposé, des fréquentations que l'on a avec le sexe opposé, qu'est-ce que l'on fait des opportunités que l'on avait par ailleurs quand on est une femme et qu'on est en phase de poule, ou quand on est un homme et qu'on est en phase de poule. Eh bien, quand on n'a pas cette négociation, que la plupart des gens refusent d'avoir simplement parce qu'elle ne s'intègre pas bien dans une séquence érotique, elle ne s'intègre pas du tout dans une séquence poétique, elle est très dépoétisante, elle est très désérotisante, oui. Ce qui se passe, c'est qu'on a quand même 15% de gugus qui s'estiment en couple avec une femme qui ne s'estiment pas en couple avec eux. Et cet écart, ce gouffre très âpre, très amer, on le retrouve également d'ailleurs, je me rappelle de cette étude, ne me demandez pas le lien par contre, je ne l'ai plus en tête et ça me prenait, je ne sais pas où le retrouver, où un pourcentage encore supérieur, je crois qu'on était peut-être à plus de 20%, voire 30%, des meilleurs amis, en fait, quelqu'un qui définissait un autre comme son meilleur ami et la réciproque n'était pas vraie, ou l'une qui définissait un homme comme un de ses meilleurs amis, la réciproque n'était pas vraie. Hein. Nos meilleurs amis, ce que nous pensons être nos meilleurs amis, ne le pensent pas forcément de nous, ça fait très mal, ça pique par où ça passe, et on voit que cette dynamique, cette loi, très amère à constater, encore une fois, existe avec les couples. Si
hein, s'il y avait ce conseil ou cette déduction, cette conclusion à en tirer, c'est parlez-vous du moment où vous sentez votre séquence de relations, votre séquence de rendez-vous, votre séquence de rapports, votre communication, vos échanges, quand vous les sentez croître et quand vous avez envie de confier l'intégralité de votre existence à une personne, n'oubliez pas de le verbaliser, de vous assurer que ce soit aussi le cas pour elle, parce que vous voyez par la preuve que dans 15% des cas, ça n'est pas le cas. Surtout à Paris, d'ailleurs. On remarque, si on lit en diagonale, là, si on balaye de l'œil du gros camembert au petit, on voit que le gros, c'est Paris, le petit, c'est la moyenne nationale. On voit que cette différence n'est pas vraie, c'est-à-dire, enfin, les moins, en tout cas, 67 versus 61, ça ne fait qu'un écart de 6%. Donc, il y a 6% d'hommes dans la zone d'ombre en moyenne nationale, et ils sont, ce 6% double, devient plus du double, devient 15% à Paris. Donc Paris a beaucoup plus d'hommes dans le flou de ce qu'on appelle les poules. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur le slide suivant? Premièrement, la quantité de la proportion, donc le note de lecture, c'est comme ça qu'on lit. En fait, on prend un bâton, j'allais dire une part de camembert, un bâton, et on lit que ce chiffre-là, là, le 70, 70% des Parisiens âgés de 60 ans et plus sont en couple. Donc, le chiffre situé à droite, le pourcentage visualisable, visualisé, représenté par le bâton, représente en fait la part de gens qui possèdent la caractéristique inscrite à gauche du bâton et qui sont en couple. Autrement dit, 70% des plus de 60 ans sont en couple, 52% des bacheliers sont en couple. Bon, ce n'est pas ces chiffres-là qui m'intéressent. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'écart, encore une fois, la différence de 16 points, de 16%, on dit des points dans le milieu, je ne sais pas pourquoi, c'est plus smart de dire des points. Eh bien, on a 16 points d'écart entre les homosexuels qui se déclarent en couple, qui ne sont donc que 53%, qui ne sont que 1 sur 2, et les hétérosexuels qui se déclarent en couple, qui sont 69%, donc plus des 2 tiers. On voit que cet écart n'existe pas chez les femmes. Et oui, page suivante, page rose. Que ce qu'on voit sur la page rose, c'est que ce nombre de points, cet écart, il n'est que de 4%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence significative, hors marginale, entre les choix des lesbiennes et des femmes hétérosexuelles de se mettre en couple. Les lesbiennes sont un tout petit peu plus dans le célibat, sont un tout petit peu plus dans les relations, on l'imagine probablement multiples. Enfin, c'est même pas qu'on l'imagine, c'est qu'on le verra sur un slide ultérieur. Mais que chez les hommes, évidemment, cette différence est beaucoup plus grande. Donc il y a deux façons de lire ce graphe. On peut confronter ce 69 à ce 51, en voyant qu'en réalité, le 15 points de zone d'ombre, de zone de flou, de zone de poule, est peut-être encore plus que cela, puisqu'on voit que chez les hétéros, cette zone de flou monte à 18 points. Et deuxième façon de lire ces slides, eh bien, c'est de comparer simplement 69 moins 63 égale 16, et de comparer ce 16 à ce 51 moins 47 égale 4, c'est-à-dire qu'il est structurant de connaître l'orientation sexuelle d'un homme pour comprendre sa vision du couple, du célibat, du mariage et de la monogamie. Quand on est homosexuel, eh bien, une fois sur deux, on préfère être seul pour avoir des relations multiples, confirmation quantitative. Quant au nombre de rapports par semaine, alors je vous ai noté un petit chiffre amusant, là, c'est le 75. C'est-à-dire que celui-ci me fait sourire, il me fait rire, parce que ça veut dire que 75% des Parisiens hommes qui ont plus de 3 rapports par semaine, c'est-à-dire quand même un tous les 2 jours en moyenne, c'est-à-dire beaucoup, 75% des gens qui ont une vie sexuelle très active ne sont pas en couple. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Non, excusez-moi, 25%, parce que ça, ce sont les gens qui sont en couple, donc si 75 sont en couple, 25 ne le sont pas. Donc 25%, pour ceux qui vont écrire en commentaire que je ne sais pas compter, je sais très bien compter, mais essayez de vous filmer vous-même, de vous enregistrer vous-même et d'enregistrer votre écran, de surveiller toutes les bandes en même temps, de tenir une feuille à la main et de commenter un PDF, et ensuite on en reparlera pour mes petites approximations de calcul mental. Voilà. Parenthèse refermée. Donc, on voit que la statistique intéressante, en fait, c'est la complémentaire de celle-ci. C'est le 25,
100 moins 75 égale 25, le 25% de gens qui ont plus de 3 rapports sexuels par semaine et qui ne se définissent pas en couple. C'est-à-dire que là, on a quand même un premier embryon de réponse par rapport à la question initiale posée. Je vous rappelle que la question initiale posée, c'était la vie des Parisiens, hommes et/ou femmes, est-elle dissolue, est-elle libérée? Le Parisien baisse-t-il comme un lapin? Mais on voit qu'il y a quand même 75% des Parisiens hommes qui déclarent arriver à, sans être en couple, avoir plus de 3 rapports sexuels par semaine. Donc ils ne disent pas avec 3 personnes différentes, mais enfin, on a quand même un premier embryon de réponse. Hein. On voit qu'on a une petite oligarchie de la baise là, qui se dessine, on a une petite minorité d'hommes qui ont accès à, évidemment, un grand nombre, une sexualité très libre. Deuxième chiffre intéressant, je vous le surligne, 44. Voilà, 44% des Parisiens hommes ne sont peu ou pas du tout satisfaits de leur vie sexuelle. 44, c'est près d'un sur deux. 44% des hommes peu satisfaits, donc près d'un homme sur deux peu satisfait de sa vie sexuelle est en couple. Hein, donc encore une fois, ça montre que les raisons qui poussent à rester ensemble, quand on voit que près d'un homme sur deux malheureux sexuellement est en couple, que les raisons qui poussent à rester ensemble ne sont évidemment pas la connexion sexuelle. Je l'ai déjà expliqué en séminaire, la connexion sexuelle n'est pas un indicateur fiable de l'état de santé de votre couple. J'espère que c'est quelque chose qui ne vous surprend pas, ça ne devrait pas vous surprendre. Ben, si ça vous surprenait, c'est que vous n'avez pas encore intégré assez de mes contenus. Et oui, on le voit là par les chiffres. On peut être très insatisfait de sa vie sexuelle et rester en couple. Et bien, les raisons pour lesquelles on reste en couple, on les connaît. Hein. On reste en couple tout simplement parce que pragmatiquement, il est quasiment impossible de se loger à Paris quand on se sépare. On reste en couple parce qu'on se dit que finalement, mauvais, c'est mieux que rien du tout et que la plupart des hommes ne savent pas s'ils sont en capacité de retrouver des partenaires sexuels facilement. Parce que le célibat, c'est se confronter à l'anonymat de la masse, parce que les applications de rencontre, on voit que ça ne fonctionne pas quand on est un homme moyen, parce que quand on est resté en couple, on a démusclé, on a perdu la plasticité, l'élasticité, la vivacité de son muscle social, on ne sait pas où sortir, on a son réseau d'amis qui s'est étriqué, et on sait que ça va être très difficile hein, de s'insérer encore une fois dans un réseau de séduction et de rencontres. Donc près d'un homme sur deux, retenez cette statistique, près d'un homme sur deux en couple à Paris est simplement frustré sexuellement. Voilà. Cela vous fera-t-il sentir mieux? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez savoir. Et pour finir avec ce stade, avec ce graphe, allons voir d'ailleurs ce que ce 44 devient chez les femmes. Voilà, et bien ce 44, on voit que chez les femmes, c'est quasiment la moitié, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de femmes insatisfaites sexuellement quand elles sont en couple, puisque 26% seulement des femmes très insatisfaites de leur vie sexuelle sont en couple, ce qui veut dire que 74% des femmes insatisfaites de leur vie sexuelle sont en fait seules, ce qui veut dire que si 74% des femmes insatisfaites sexuellement sont seules, alors qu'on a vu qu'elles ont le phénomène des poules et le phénomène de l'accès finalement à des relations sans lendemain, des relations non engageantes, ce qui veut bien dire que la relation non engageante frustre plus la femme que l'homme, y compris sur le plan purement charnel. Voilà. La relation non engageante, la fuite en avant vers le quantitatif, que l'on a remarqué dans de nombreux phone coaching récents sur le thème de la rencontre en ligne, eh bien la fuite en avant quantitative, les relations sans lendemain laissent les femmes dans une insatisfaction sexuelle supérieure à celle des hommes. Revenons au slide précédent pour vous faire remarquer quelque chose que je trouve très rigolo, c'est l'indice de masse corporelle. C'est-à-dire que parmi nos couples, parmi nos hommes parisiens en couple, on voit que finalement il vaut mieux être gros que maigre, puisque 55% des obèses finalement, hein, vous voyez les premières opinions, les intuitions, est-ce qu'on se dit que finalement, est-ce qu'on imaginerait peut-être, manifestement à tort, qu'un homme en surpoids, qu'un gros, qu'un gras, qu'un mou, aurait des difficultés plus peut-être qu'un mince ou qu'un très mince finalement à trouver femme à son pied, chaussures à son pied, on voit que c'est le contraire, ce sont les minces qui galèrent, vous voyez, 55 sont en couple, 31 ne le sont pas, et évidemment, je vous le donne en mille, est-ce que c'est la peine de vous montrer chez les femmes?
Ben non, vous avez évidemment deviné de vous-même que c'est exactement l'inverse. Et voilà que ce qu'on appelle insuffisance pondérale chez les nanas, ça s'appelle des nanas très minces, c'est-à-dire des nanas qui ont la taille mannequin. Alors, depuis combien de temps êtes-vous en couple avec votre partenaire actuel? Alors là, on voit, j'aime bien quand les stats, quand les données quantitatives sont sur la gauche et la droite de l'écran. Je trouve qu'une lecture latérale est beaucoup plus pratique. François Cros essaie d'y penser la prochaine fois qu'une lecture verticale où tu dois faire défiler les choses. Là, ce qu'on voit, c'est cette ligne-là que j'essaie de la surligner, mais il me prend tout le bloc. C'est qu'en fait, la moyenne nationale concernant le nombre de couples, la proportion de Français en couple est plus grande à l'échelle nationale, mais en réalité, on voit que ce chiffre, dans le détail, quand on le segmente, il est plombé. Il est pondéré, il est cannibalisé par, en réalité, les couples de très très longue durée, les couples ensemble depuis 20 ans et plus représentent près d'un couple sur deux de la moyenne nationale, c'est-à-dire des papis et des mamies ensemble depuis l'aube de l'éternité, sont ce qui explique évidemment cette moyenne nationale très élevée, car en réalité, les couples d'ensemble depuis 1 à 10 ans, finalement, on voit que c'est 11 plus 13 plus 11, 22 et 13, 35. 22 et 13, oui, 22 et 3, 25, 35. Finalement, on voit relativement faible, hein, c'est une personne sur 3. Donc, bon, ce graphe n'est pas le plus, finalement, le plus striking, ce n'est pas le plus pertinent, mais on s'y est arrêté quelques minutes simplement pour remarquer la surpondération, la surprésence, la pondération extrême des couples de très longue date dans la moyenne nationale. Et ces couples n'existent pas plutôt cette pondération extrême existe beaucoup moins à Paris, puisque seulement un couple sur 4 à Paris se fréquente, est ensemble depuis plus de 20 ans. Alors, celui-ci, au-delà des couleurs qui changent, il est intéressant. Pourquoi? Parce que il va nous permettre d'illustrer, encore une fois, toujours cette même éternelle double éthique ou double paire de lunettes masculine et féminine. La question, elle est très simple. Au cours de votre vie, au total, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels? Donc, le chiffre, on le connaît. L'écart se réduit un peu chaque année. Non, les deux... attends, alors moyenne nationale. Avant, la moyenne nationale, c'était 12 pour les hommes, c'est 14. Donc, apparemment, les messieurs se disent que les femmes les rattrapent et donc ils montent un petit peu leur réponse. La moyenne nationale des femmes, c'était 4 ou 5 il y a encore quelques années. Maintenant, elles avouent 7. Enfin, en tout cas, dans l'étude de François. Peut-être que justement, le choix d'avoir fait un questionnaire auto-administré par Internet a permis de libérer un petit peu la parole. Car jamais une femme n'avouera à un individu, à un sondeur étranger, à son cercle et in vivo avoir eu 10, 15 ou 20 partenaires dans sa vie, ça n'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est un cas marginal. Et là, évidemment, ce qu'on voit, c'est que les femmes et les hommes couchent plus à Paris qu'en France, 25 et quelques pour les hommes contre 14, c'est quand même 14 fois 2, 28, on est quand même à près du double. Et évidemment, pour les femmes, ça ne double pas, c'est 50% supérieur, 11 au lieu de 7. Et le mensonge, comment on explique cette différence? Toujours par un mensonge collectif, pas forcément un mensonge individuel, mais un mensonge collectif, évidemment, masculin et féminin. Mensonge collectif féminin, le masculin, on le comprend, évidemment, volonté de puissance, capacité à se regarder dans la glace et à se présenter non pas comme une victime du système, mais comme finalement quelqu'un qui, par sa force, son agilité, son habileté, son insertion dans un réseau de séduction, arrive à plaire, arrive à asseoir un certain nombre de conquêtes, arriverait à avoir le choix, alors qu'en réalité, souvent, il ne l'a pas. Les relations des hommes sont souvent des relations par défaut. Enfin, tout ça, vous le savez. Ce qui est plus intéressant, c'est la partie femme. Évidemment, que cherche-t-elle à faire croire avec ce chiffre tout simplement incompatible, tout simplement mathématiquement impossible de 7 partenaires au lieu de 14 ou de 11 au lieu de 26? Simplement, ils essaient de nous faire croire qu'un petit nombre de femmes
aurait en fait porterait la responsabilité, aurait la liberté d'un grand nombre en fait de rapports sexuels, c'est-à-dire que ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a un petit nombre de femmes qui sont des S3 petits points. Voilà. Ah, je vous ai eu, je n'ai pas dit le mot. Bah oui, c'est simplement pour que ces chiffres aient la moindre chance d'être mathématiquement compatibles, il faudrait qu'un petit nombre de femmes ait un très grand nombre de rapports avec beaucoup d'hommes. Je dis que ce sont des cas marginaux et qu'en réalité, c'est un mensonge collectif bien connu. Voilà, le cas de la S3 petits points est un cas marginal qui ne représente évidemment pas toutes les femmes. Alors, celui-ci, il est très intéressant parce que c'est un des rares où une barre, un bâton comme ça de camembert, une proportion sort du lot à ce point, donc 80%. Et évidemment, de quoi s'agit-il? Bah, évidemment, les Parisiens qui ont déjà eu beaucoup de partenaires. Donc, le beaucoup se place à 10. Je ne suis pas certain que dans l'absolu, le beaucoup se place à 10 parce qu'évidemment, c'est une gaussienne. Donc, aux extrémités, il y a des gens qui sont plus à 10, plus à 20, plus à 30, mais à 50, 100, 200. Et évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve? Les homos. Et voilà. Parmi les partenaires, parmi les actifs sexuels, enfin les actifs, pardon, parmi les actants d'une vie sexuelle très active, évidemment, 80% d'hommes homosexuels. Et quand on va chercher la contraposée, la symétrie côté femme, on voit que le différentiel est beaucoup moins marqué. Hein, c'est-à-dire que 23 chez les homos, chez les hétéros, pardon, 44 chez les homos. Alors que là, donc 23-44, donc 44 n'est même pas le double de 23, hein, tandis que chez les hommes, c'est plus du double. Donc surreprésentation, encore une fois, c'est ce qu'on pressentait depuis le début de cette étude, hein, souvenez-vous-en. Je pressentais depuis le début de cette étude que le Parisien actif sexuellement qui, par effet de pondération, par effet de moyenne, par effet de moyenne statistique, donnait l'illusion que la vie sexuelle des Parisiens était débridée, est en fait l'homo mâle. Et pour continuer la lecture, l'homo mâle, de catégorie aisée, c'est écrit ici, hein, évidemment, vous voyez la surproportion, la grande proportion de catégories aisées par rapport aux catégories modestes et pauvres, et tiens, marrant, 25% de musulmans, bon, qui l'eût cru, et de catégories, donc niveau de vie aisé, catégories socio-professionnelles, cadre et profession intellectuelle supérieure. Et encore une fois, hein, on voit toujours que évidemment, le grand baiser, hein, ben, il vaut toujours mieux se débrouiller avec un surpoids qu'avec un profil ectomorphe ou une maigreur congénitale. Ouais, ça, c'est les pires, apparemment. L'étude le montre. Vaut mieux manger du Nutella que rien du tout. Chez les femmes, donc les femmes à vie sexuelle débridée, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a pas forcément cette surpondération homosexuelle. Ce que moi je remarque d'intéressant, c'est ce chiffre-là, ce 35%, ça veut dire que 35% des femmes peu à pas du tout satisfaites sont à puiser dans les grandes pratiquantes, dans les libertines, c'est même plus les libérées, c'est les libertines, alors que chez les hommes, on voit que cette répartition, ce dosage hein, entre les très satisfaits, les assez satisfaits et les peu ou pas satisfaits, est beaucoup plus neutre, beaucoup plus plat. Il n'y a pas cette surproportion de femmes très insatisfaites, ce qui veut bien dire que ce qui montre en fait en réalité l'inadaptation, c'est-à-dire en termes d'évolution, en termes évolutionnistes, finalement, que la grande liberté sexuelle des femmes est un microscopique point sur l'échelle temporelle, finalement si récent qu'elles n'ont pas eu le temps finalement de développer les stratégies mentales leur permettant de s'accommoder finalement de cette grande liberté sexuelle et qu'elles en souffrent. Voilà, c'est ce que nous dit ce 35, c'est elles souffrent. Les plus insatisfaites sont les plus grandes consommatrices de relations libres. Et autre chiffre amusant, autre l'écart évidemment entre les catégories aisées et pauvres, qui est moins fort que chez les hommes, bien sûr, c'est moins pénalisant d'être pauvre chez une femme que ça ne l'est chez un homme, ce que montre ce chiffre-là, c'est-à-dire que l'écart entre 19 et 28, ça n'est que 9, tandis que l'écart entre 23 et 54, eh ben, c'est 30, enfin c'est 31 même. Donc il est moins pénalisant d'être pauvre quand on est une femme, mais ça on le savait, enfin on le savait si on est honnête,
Et ce qui est très drôle également, c'est évidemment le 2% de femmes musulmanes à sexualité libertine, libérée, dissolue, quand évidemment les hommes musulmans, c'est 25. Donc voilà, avec qui couchent les 23, on ne le saura pas. Bon, ben c'est pas tout ça, mais c'est que la sociologie quantitative, ça assèche le gosier. Donc moi, je vais m'en faire une petite. Voilà, je sais pas vous. Le verre, évidemment, à 30 degrés, pour pas que ça mousse. Et je vous conseille d'ailleurs, elle est très bonne, la IPA de chez Brewdog. IPA, Indian Pale Ale. Ah, un peu de stats. Oh. Alors, orientation sexuelle, identification et passage à l'acte. Donc là, vous voyez venir une partie peut-être croustillante. Le sera-t-elle ou pas? Je ne sais pas, nous allons le découvrir ensemble. Comment vous définissez-vous? Donc là, ah oui, il y a quelque chose qui est drôle ici, je vais vous le faire remarquer. Donc évidemment, sur des énormes proportions, le double d'homosexuels à Paris par rapport à la moyenne nationale. 13 au regard de 7, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne prenait dans la colonne de droite que la province, ça serait encore plus faible, donc ça serait probablement 4 ou 5%. Donc ce que ce chiffre nous dit, c'est qu'il y a 2 à 3 fois plus, peut-être plus proche de 3 que de 2, d'homosexuels à Paris. Voilà, les raisons, on peut émettre des hypothèses que je ne ferai pas, mais ce n'est pas très difficile à imaginer. La proportion de Parisiens se définissant bi ou homo chez les hommes, on voit que la plus grande proportion se trouve chez les hommes de moins de 50 ans, entre 35 et 50 ans. Célibataires, alors ça c'est incroyable, 28% des hommes célibataires à Paris se définiraient comme bi ou homosexuels. C'est quand même près d'1 sur 3, c'est absolument hallucinant. Enfin moi ça me fait halluciner en tout cas d'imaginer qu'un homme célibataire sur 3 à Paris est homosexuel, est gay, comme on dit. Il y a une nuance d'ailleurs historique, sémantique entre gay et homosexuel que je ne ferai pas. C'est pas le sujet, c'est pas le débat, c'est pas le thème. Évidemment, là on trouve chez les gays toujours des petites incohérences dans les cas marginaux qui sont assez intéressantes. Celle que j'ai notée pour vous, c'est celle-ci. Vous voyez que il y a donc la catégorie la plus représentée chez les homosexuels hommes parisiens, ce sont les catégories aisées. Sauf que, bizarrement, en niveau de vie, c'est aisé, mais en catégorie socio-professionnelle, c'est profession intermédiaire. Alors que normalement, la logique voudrait que s'ils sont en majorité de catégorie aisée, ils soient évidemment de profession, de catégorie socio-professionnelle, chef d'entreprise ou cadre supérieur. Mais non, voilà, les homosexuels échappent à la règle et on peut être en majorité aisé et en ayant des professions intermédiaires, ce qui veut bien dire que l'échange de richesses chez les homos ne fonctionne pas selon la règle du capital travail, comme dirait Thomas Piketty, mais selon les règles de la séduction et de l'échange sexe-ressources. Évidemment, combien de partenaires au cours de sa vie, donc là on n'est pas surpris de constater que chez les homos mâles, la monogamie est un concept abstrait et que évidemment on est à plus de 10 à 31%. J'aimerais bien que les cases comprennent également plus de 20, plus de 50, plus de 100. Je pense que nous ne serions toujours pas aux cas marginaux à plus de 20, plus de 30, plus de 50. Alors, chez les femmes, rien de particulier à remarquer, une grande vraisemblance, Alors, la proportion de Parisiennes se définissant homosexuelles, la première différence que l'on voit, on va toujours chercher sur ce genre de graphe, sur ce genre de visuel, on va toujours chercher le bâton qui dépasse de très loin les autres, c'est-à-dire le critère qui surdétermine les autres. On va toujours chercher l'exception à la règle, et on voit que cette exception à la règle, c'est la parisienne de 18 à 24 ans, c'est-à-dire que les parisiennes lesbiennes ou bi se trouvent en majorité chez les femmes de 18, chez les jeunes filles, très jeunes filles, les jeunes femmes de 18 à 24 ans, alors qu'elles se trouvent chez les hommes de 35 à 49 ans. L'hypothèse, aussi absurde ou pas d'ailleurs, qu'elle puisse paraître au premier abord, c'est qu'en réalité,
Et encore une fois, c'est une hypothèse basée sur aucun avis personnel, mais uniquement qui expliquerait et qui donnerait de la cohérence à cette incohérence apparente de résultats. Redonner de la cohérence, c'est un peu le but d'une hypothèse sociologique. C'est que apparemment les femmes deviennent... Et apparemment au conditionnel et sur la base des résultats de l'IFOP et de CAM4 et de François Cros, les femmes auraient une phase bi- ou homosexuelle qu'on pourrait appeler d'introspection, de recherche intérieure, de tentative, d'essai ou d'errance, et qu'elles rentreraient, entre guillemets, dans le rang sur les décennies supérieures, les décennies plus âgées. Or, chez les hommes, c'est le contraire. On retrouve plus d'homosexuels dans la troisième catégorie d'âge, après 35 ans, ce qui pourrait laisser à penser qu'en réalité, les femmes essayent les femmes et reviennent aux hommes, alors que les hommes, encore une fois, même si c'est une minorité, mais enfin, c'est quand même des nombres, des échelles de valeur, des échelles de grandeur représentatives, les hommes, en fait, en réalité, essayent les femmes et sont plus nombreux ensuite à essayer les hommes, mais plus tard. Voilà, donc je vous laisserai tirer la conclusion de cette observation, mais elle est assez surprenante. Enfin, moi, en tout cas, elle m'a stupéfait. C'est peut-être celle qui m'a le plus stupéfait de ce document. C'est que la période de recherche de l'orientation sexuelle chez les femmes, c'est très jeune et elles se rangent. Donc, elles reviennent aux hommes après avoir essayé les femmes, alors que les hommes, en fait, commencent par les femmes et puis se tournent vers les hommes. Encore une fois, quand je dis les hommes, les femmes, évidemment, cette fois-ci, nous avons les chiffres pour bien rappeler de quoi je parle. Ce sont des chiffres pour les homosexuels marginaux, mais quand même représentatifs en termes de proportion, puisqu'on rappelle qu'un célibataire parisien sur 3, ou presque, se qualifie de bi ou d'homo. Donc évidemment, là, pas de différence entre les hommes ou les femmes pour l'hyperactivité sexuelle, hein, plus de 10 partenaires pour les lesbiennes. D'ailleurs, c'est très bizarre de se qualifier comme lesbienne sans avoir eu aucun partenaire sexuel. Je ne sais pas comment on appelle ça, asexuel ou... Non, asexuel, oui. Asexuel, bien sûr, c'est ça. Nombre de partenaires sexuels, aucun, 4. Et là, chez les hommes, nombre de partenaires sexuels, voilà. C'est-à-dire que là, encore une fois, une différence, tiens, que je n'avais pas noté sur mon brouillon, une différence significative, c'est que l'homosexualité masculine se définit par l'action, c'est-à-dire qu'aucun homme vierge ne se définit comme homosexuel, alors que 4% des femmes vierges se définissent comme homosexuels, c'est-à-dire qu'on voit bien encore une fois le rapport à l'homme qui se définit par son activité professionnelle, ses engagements, ses actions, sa praxis, comme diraient les sociologues, et la femme qui se définit par son miroir intérieur, sa propre perception, née de son introspection, faite jeune, avant donc 24 ans. Bon, ben ça, je vous l'avais dit au début, pas de surprise, c'est l'unique graphe qui a ventilé par quartier, donc les homosexuels habitent rive droite, grande surprise, et rive droite et à Saint-Germain-des-Prés. Et il y en a 25%, quand même c'est énorme, 25% dans le Marais. Donc quand vous croisez 4 personnes dans le Marais, une est homosexuelle et principalement un homme. Alors, celui-ci c'est un de mes chouchous. Celui-ci il est très drôle et très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est dans celui-ci, c'est le chiffre qui ne représente pas une barre, puisqu'il est en dessous, il est sous le drapeau LGBT, là. C'est le chiffre des 27. 27, c'est la somme des proportions de Parisiens ayant déjà eu un rapport sexuel avec un homme. Et cette somme, elle est obtenue comment? En faisant 12, plus 6, plus 3, plus 6, 12 et 6, 18, et 3, 21, et 6, 27. Sauf que si vous avez bonne mémoire, qu'est-ce qu'on a vu? Quelques slides, quelques PowerPoint auparavant, on a vu que la proportion, les bleus c'est les hommes, que la proportion d'hommes qui s'auto-définissent, qui se définissent, c'est très vilain de s'auto-définir, qui se définissent tout simplement homosexuels ou bisexuels, on enlève les 2% qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas, c'est 13 plus 6 égale 19. Hein, voilà, le 19. Donc si 19% des Parisiens se définissent bi ou homo, mais que
27% ont déjà eu un rapport sexuel avec un homme. Ça veut dire que 8%, 27 moins 19, se définissent, ont déjà couché avec un homme sans se définir homosexuel, ce qui sous-entend, un, soit qu'ils y ont été contraints, soit deux, que c'est une tentative avortée qui finalement ne leur a pas plu, mais là c'est une différence qui n'est pas marginale, qui est tout à fait significative et que j'eus aimé que notre François Cros interpréta. Comment est-il possible que près de 10%, qu'un écart monte à près de 10% entre les hommes qui ont eu une pratique homosexuelle et les hommes qui se définissent comme homosexuels? C'est absolument incroyable et on voit que la même logique s'applique aux femmes puisque 14 ont déjà essayé les femmes et seulement 5% se définissent comme lesbiennes ou bi. L'écart est encore plus grand, c'est-à-dire que près de 3 fois plus de femmes ont l'antinomie entre les déclaratifs et le réel, l'antinomie entre l'expression et l'action est toujours plus grande chez les femmes. Femmes où on est quasiment à 3 fois plus dans le réel de rapport avec des femmes que de déclarations d'être lesbienne ou bi. Hein, ce qui veut dire que, encore une fois, le déclaratif, l'autodéclaratif, c'est ce que je disais depuis le début, confirmation encore une fois, quand bien même on aurait enlevé le média de l'interview in vivo, eh bien le déclaratif n'est pas le réel. Et encore, là, le chiffre du réel est en soi, INSEE, un petit peu déclaratif quand même. Hein. Donc il est probable que ce 14-là, ce 14 de femmes ayant déjà eu une expérience lesbienne, soit supérieur. Les hommes, je ne sais pas, mais en tout cas, il est probable que ce 14 soit un bon 18. Un bon 18, voire un petit 22, ce qui ferait quand même 4 fois plus que le déclaratif pur. Alors, nous entrons dans l'épanouissement sentimental et sexuel. Qu'est-ce que j'ai remarqué sur celle-ci? Plus de femmes insatisfaites de leur vie sentimentale. Alors là, sur ce slide, on est sur le sentimental uniquement et pas le sexuel. Vous voyez que pour une fois n'est pas coutume, la répartition du camembert est relativement similaire entre les femmes et les hommes, mais que quand même, dans une proportion quasi marginale sur le plutôt pas satisfait, mais par contre très significative sur le pas du tout satisfait, un certain nombre de femmes sont frustrées de la qualité de leur relation sentimentale, alors qu'on ne répétera jamais assez, elles ont plus facilement accès à des rencontres et à des rendez-vous avec des hommes. C'est une donnée qui doit donner à réfléchir aux femmes sur leurs préférences et leurs exigences. C'est-à-dire qu'ayant accès à un large panel d'hommes et cet accès s'élargissant d'année après année avec les sites de rencontres et les applications, si elles sont toujours insatisfaites, c'est peut-être que leur attente, leur exigence, leur préférence n'est tout simplement pas réalisable. Alors, ce qui est intéressant sur celui-ci, qui montre la proposition de Parisiens satisfaits de leur vie sexuelle actuelle, c'est cette droite-là. Vous voyez, cette linéarité, cette corrélation entre l'insatisfaction qui croît avec l'âge ou la satisfaction qui décroît avec l'âge, comme vous préférez. Vous voyez qu'ici, c'est très très droit et que chez les femmes, ça ne va pas l'être. Chez les femmes, la satisfaction et l'insatisfaction ne sont pas corrélées à l'âge. Chez les hommes, c'est le cas. Hein, les hommes sont de moins en moins contents de leur vie sexuelle. L'âge grandissant. Est-ce parce qu'ils ont accès à des partenaires de moins en moins jeunes? Est-ce parce qu'ils s'ennuient? Est-ce parce qu'ils tombent dans la répétition? Est-ce parce que... Je ne sais pas. Il est difficile de répondre à cette question. Il aura fallu la poser aux intéressés à leur place, mais on voit une différence quand même significative, c'est-à-dire que la satisfaction ou l'insatisfaction féminine est transcendantale et donc elle est grosso modo à un tiers de très satisfaite et 2 tiers du reste. Et elle est en décroissance linéaire avec l'âge pour les hommes, donc c'est pas très rassurant pour nous hein, de penser déjà que notre futur ne pourra être que marqué, baigné
d'une insatisfaction croissante et grandissante. Alors, dernière partie, l'infidélité. Donc là, heureusement que le canal du web a été choisi avec ce qu'ils appellent l'auto-administré. Auto-administré, c'est un terme un peu pompeux, simplement pour dire que le sondé a le choix avec des boutons de revenir en avant ou de sauter une question ou de revenir en arrière, tandis que quand c'était quand les sondages étaient administrés par des enquêteurs, il était moins facile, voire impossible, de revenir en arrière et on se pliait à l'ordre des questions tel qu'il nous advenait. Alors, évidemment, le déclaratif des hommes et des femmes sur leur infidélité. Hein, les hommes déclarent avoir eu trompé leur femme à 58%, dont on peut imaginer que c'est un bon 70%. Les femmes le déclarent à 36%, on peut imaginer que c'est évidemment un bon 50-60, à moins, comme d'habitude, toujours hypothèse farfelue du petit nombre de S, 3 petits points, à moins que cet écart statistique soit attribué à un tout petit nombre de femmes qui, évidemment, auraient une vie sexuelle tellement dissolue qu'elles feraient pencher des échantillons représentatifs de plusieurs milliers de personnes et que, leur poids et que leur activité débridée infléchirait les chiffres dans des proportions telles que 36, 58, 22%. C'est totalement, bien entendu, impossible. Alors, nos infidèles hommes, bah, évidemment, il faut qu'ils aient les moyens de l'être. Hein, donc, on voit toujours qu'évidemment, le chef d'entreprise, c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle jugée compatible avec les catégories aisées, évidemment, est le plus susceptible de tromper, car c'est le plus susceptible d'avoir le choix. Hein. Et encore une fois, on voit qu'il vaut mieux être un chef d'entreprise obèse, puisque 70% des obèses ont déjà trompé leur copine, hein, comme quoi, voilà, je vous laisse finir ma phrase. Et évidemment, il vaut mieux être obèse et chef d'entreprise que maigre et pauvre. Voilà, parce que obèse et chef d'entreprise, c'est 72 et 70. Maigre et pauvre, c'est 29 et 50. Et chez les femmes, évidemment, ah ben non, évidemment, d'ailleurs, pas évidemment, retirer cet adverbe, puisque à ma petite surprise, j'avoue ne pas avoir anticipé ce bâton de camembert, ce bâton de courbe. Je n'avoue ne pas avoir anticipé que l'infidélité féminine était la plus fréquente chez les catégories aisées. J'aurais naïvement, et je vous l'avoue d'ailleurs dans une grande honnêteté, je l'aurais mise plutôt dans des catégories correspondant à des niveaux de vie ayant besoin d'un petit coup d'ascenseur social, mais manifestement, écoutez, la réalité a infirmé cette hypothèse, cette intuition. Mais attention, séparons bien deux choses. L'infidélité physique, hein, sous-entendu, bon, le sondeur n'a pas voulu l'écrire, mais on parle bien de la pénétration, du baiser. Et oui, ce qui compte, ce qui explique cette différence entre le 51% des femmes et le 35% des hommes, c'est évidemment que là, on parle de embrasser sur la bouche. Et donc, évidemment, tout à l'heure, rappelez-vous, pour les femmes, rappelez-vous la proportion de femmes ayant admis, 36% ayant admis avoir trompé leur homme, mais quand on parle d'embrasser sur la bouche, le 36 devient un 49. Voilà, 1 sur 2. En réalité, une grande partie de l'écart de fidélité ou d'infidélité entre les hommes et les femmes, dans leur praxis, toujours, est explicable, une grande partie, pas tout, est explicable par le fait que pour une fille, baiser, embrasser, le baiser, embrasser, ce n'est pas tromper, voilà. Dernière petite forfanterie masculine, je serais prêt à parier que la proportion d'hommes ayant eu un rapport sexuel avec quelqu'un dont ils ignoraient le prénom est complètement, évidemment, biaisée vers le haut par les hommes. C'est-à-dire que près d'un homme sur deux aurait déjà couché avec une inconnue. C'est un fantasme. Hein, et il y a un moment, confondre le fantasme et la réalité, ça ne va qu'un temps. Je pense que ce 44 devrait retomber assez facilement entre 15 et 20, voire 25, c'est-à-dire compatible avec le 14 des femmes, qui, à mon avis, est un 20 également.
Et puisqu'on ne peut pas se quitter sans rigoler un peu, regardons encore une fois, toujours dans cette catégorie des pratiques déviantes, évidemment, que plus c'est déviant, évidemment, plus la proportion des femmes ayant admis s'y abandonner, s'y adonner, est faible. Donc là, on parle de triolisme, hein, évidemment, avoir eu 2 partenaires sexuels. Tout à coup, les femmes ne sont plus que 17 et les hommes 43. Donc évidemment, on se demande où ces 43% d'hommes ont trouvé les femmes manquantes. Sauf qu'évidemment, il y a 2 biais. Il y a le biais du déclaratif du mensonge que vous connaissez maintenant par cœur, mais il y a également que cette question, François Cros, aurait dû être ventilée par orientation sexuelle, car je suis persuadé, et c'est une évidence d'ailleurs, que là-dedans, il fallait sortir le résultat homo et hétéro, et qu'évidemment, la proportion d'homosexuels est beaucoup plus grande que la proportion d'hétérosexuels dans ce type de rapport, parce que là, le 17 à 43, on est sur une différence, sur un coefficient, sur un rapport de 3. Un rapport de 3, ce n'est pas explicable uniquement par du déclaratif. Il fallait ventiler cette question avec les orientations sexuelles des gens. De façon identique pour la suivante, hein, avez-vous eu une relation, un rapport sexuel avec une prostituée, 38% de oui pour les hommes contre 22% en moyenne nationale. Et évidemment, il faudrait également ventiler, ça serait très intéressant d'avoir eu la ventilation par orientation sexuelle, hétéro ou homo. Je mets mon doigt à couper que l'écart aurait été plus que marginal et très significatif. Et évidemment, pour avoir eu un rapport avec une prostituée, eh bien, il faut avoir les moyens de se l'offrir, c'est-à-dire qu'il vaut beaucoup mieux être chef d'entreprise que profession intermédiaire. Mais, surprise, on voit que, évidemment, évidemment non, pas du tout, c'est une surprise, c'est surprenant. La deuxième catégorie socio-professionnelle d'hommes, derrière les chefs d'entreprise, n'est pas le cadre, n'est pas la profession intellectuelle supérieure, n'est pas la profession intermédiaire, c'est l'ouvrier et l'employé, et oui, hein, qui cette fois-ci est contraint par la pression sélective des rencontres à Paris. Hein, c'est ce que j'ai dit dans de nombreux phone coaching. On en a encore une fois la preuve quantitative. On est contraint par la pression sélective sur Paris de faire des rencontres par, eh bien, tout simplement par, enfin, c'est même pas des rencontres, de monnayer ces prestations sexuelles à des ouvriers et à des employés qui n'ont pas d'autre choix pour conserver le nombre de rapports sexuels qu'ils estiment nécessaires pour eux. Et voilà, toujours le petit sourire, la petite incongruité toujours du graphique, hein, c'est 65% de musulmans vont voir des prostituées. Bon ben celui-ci, je le laisse à l'interprétation, mais il est toujours rigolo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez participé à... C'est presque une expérience finalement que de décortiquer de la stat brute entre mon carnet, mon écran, ma petite calculette, ma paire de lunettes et de tout vous faire partager comme ça dans des conditions du direct, en fait dans un semi-direct, disait-on à l'époque de Cognac G. Je vous laisse signifier votre intérêt ou désintérêt pour ce type de stat, pour ce type d'analyse, pour ce type de commentaire. Comment vous le faites? Ben, vous le faites simplement avec les pouces, évidemment. Plus un type de vidéo recueille des pouces levés, plus je continue à produire des contenus de ce type. Le jeu, j'en ai parlé, ça sera la prochaine. N'oubliez pas la prochaine vidéo d'avoir auparavant cliqué sur la cloche vous permettront d'être notifié. Si la véracité de mes propos résonne en vous, si ça vous parle, si ça ressemble à ce que vous vivez au quotidien, si mon analyse des relations hommes-femmes vous semble la bonne, parcourez les vidéos de cette chaîne, abonnez-y-vous, c'est important. Hein, il faut qu'on sorte cette chaîne YouTube de l'ombre. Je l'ai traitée avec un petit peu de désinvolture pendant de nombreuses années, je l'avoue parfaitement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. M'impegno, comme on dirait en italien, je m'implique dans la construction de vidéos de qualité, donc cette chaîne va décoller, simplement j'ai envie que ce soit le plus vite possible, donc suivez-la, partagez-la et naviguez entre les petites vidéos, c'est important pour les algorithmes de ranking que, après en avoir fini une, eh bien, vous jetiez un œil à une autre. Tout ça, ça me fait monter dans YouTube, ça me rend heureux, ça me donne envie de vous rendre heureux en produisant évidemment plus d'analyses sociologiques contemporaines piquantes
est vrai et pointu, et tout le reste, tout ce que vous auriez envie de me dire d'autre en bien ou en mal, je vous laisse l'écrire en dessous et je vous quitte sur la musique du générique. La prochaine fois vous jouez, et donc dans 2 vidéos, donc la prochaine je ne pourrai évidemment pas déclarer les gagnants, réfléchissez, mais la suivante, j'annoncerai donc les pseudos des 3 gagnants qui devront me contacter à l'adresse email que je préciserai pour recevoir leur prix. Ciao! Bon, je me rends compte que j'ai oublié de répondre à la question. Il fait nuit, il est trop tard pour rebrancher la caméra, donc je vous la fais comme ça à la webcam. Paris est-elle une ville de débauche? Alors manifestement, d'après l'IFOP, oui, si vous êtes homosexuel, homme, que vous avez entre 35 et 49 ans, que vous habitez rive droite et que vous êtes obèse. Merci l'IFOP.